Bonjour à tous, bienvenue dans l'écran, une émission proposée par btp.tv pour échanger sur les sujets d'actualité. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est sur la formation, l'apprentissage et le recrutement grâce à nos invités, les protagonistes de la filière de la construction que vous allez découvrir dans un instant grâce à l'écran. Thierry Pacro, DRH chez Bouygues Energies Services, représentant ici le CERS. Très intéressé par l'alternance et les stages, beaucoup d'alternants et de stagiaires dans notre entreprise, mais aussi dans toutes les entreprises de la profession. Et à ce titre, très intéressé par les évolutions réglementaires. Bonjour, Nathalie Briard, chargée des relations sociales à l'UNSFA. Actuellement, j'ai été pendant plus de 13 ans DRH de AIA Life Designers, qui avait la spécificité d'être convention collective archi, d'employer des architectes et d'employer des ingénieurs. Et je regrettais de ne pouvoir faire d'alternance chez les architectes. Bonjour, je m'appelle Jean-Christophe Repon, je suis maître artisan électricien à Toulon et je suis président du 3CA BTP, le premier réseau d'apprentissage en France au niveau du bâtiment, des travaux publics. Nous formons actuellement 48 000 apprentis en France. Bonjour à tous, merci infiniment d'être venus jusqu'à nous. Alors Muriel Pénicaud, notre ministre du Travail, annonçait récemment le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir. L'occasion pour nous de faire un petit point sur le recrutement, l'apprentissage et la formation, donc grâce à vous. Et puis grâce à Julien Galinier qui est notre expert. On va tout de suite commencer avec vous, Julien. On en est où en ce moment avec cette loi ? Ce projet de loi? Alors c'est toujours un projet, il est en passe d'être totalement accepté, on va dire, sauf qu'il y a des petits points noirs dans ce projet. On va revenir dessus, on peut revenir tout de suite dessus d'ailleurs. On peut, sur le point noir Alors le but de l'apprentissage, c'est de redonner une belle image de l'apprenti en France. Oui, selon plusieurs principes, sur des droits plus justes, encourager l'investissement des entreprises, une contribution unique et un quadripartisme. C'est ça, alors après ça veut dire plein de choses et rien du tout. Le problème est pour les CFA, et là c'est vers vous que je me retourne, oui. Parce que les CFA du coup ça va pas mal changer et ils ne pourront plus du coup réclamer entre guillemets des subventions directement. Il faudra attendre que l'apprenti ait un contrat dans les CFA si j'ai bien compris. Oui, ce sera un règlement au coût contrat, donc au coût apprenti. Et ça va poser quand même pas mal de soucis, je suppose. Ça change l'architecture, la réflexion et la conception du modèle économique que nous connaissions depuis 70 ans. Parce que vous êtes responsable de 118 CFA, c'est ça? Oui, tout à fait. Et alors comment les CFA vont pouvoir se mettre, parce que c'est dès 2019 qu'elle va être applicable cette loi normalement. Tout à fait. Et comment les CFA vont pouvoir se mettre à jour au niveau de cette loi? Ça demande une réflexion sur comment, d'un fonctionnement au budget, aux subventions, au cofinancement, puisque nous avions une complexité de la formation et du financement de la formation initiale en France. C'était donc du coup de réfléchir comment on arrivera à payer un coût contrat constant avec un modèle économique viable. Pour notre part, notre réseau, qui correspond donc à 118 CFA et 78 CFA paritaires, nous avons commencé une réflexion depuis plus d'1 an pour voir comment, en nous projetant sur l'avenir, nous arrivions à avoir un modèle économique viable qui corresponde, alors vous disiez, à l'embellissement de la vision qu'on a de l'apprentissage, mais surtout à une réalité économique qui est de dire comment on fait pour former nos futurs compagnons ou nos futurs chefs d'entreprise. C'était ça, enfin, notre réseau paritaire, cette contribution, elle est dans ce sens-là. C'est-à-dire que nous avons, nous, la profession, décidé de nous financer, et cofinancer avec d'autres partenaires, bien évidemment, des compagnons qui soient en capacité de relever le défi de l'avenir. Et est-ce qu'on sait le coût que à quoi ça va ressembler comme coût, justement? Il y a bien sûr pas mal de simulations macro qui tournent actuellement. Bien sûr que nous-mêmes, nous avons été sollicités par les directeurs de cabinet ou Mme Pénicaud pour qu'on évalue la capacité de répondre. Parce que comme nous sommes le premier réseau en France et si nous passons ce cap-là, j'imagine que d'autres réseaux d'apprentissage passeront le cap. Il est d'évidence, paradoxalement, si on imagine que l'argent de l'apprentissage par filière, par branche, va directement à notre branche, nous devrions, avec une structure bien étayée sur l'ensemble du territoire, nous en sortir. Mais il s'avère que la réalité économique fait qu'il faudra qu'il y ait une péréquation pour que l'ensemble des branches contribuent à l'effort sur l'apprentissage pour pouvoir financer tout cela. Est-ce que vous êtes optimiste?
Je suis optimiste parce que la réflexion qu'on avait menée nous-mêmes en interne et qu'on appelait Transform BTP nous a mené à dire comment on fait pour remettre un peu plus du monde de l'entreprise dans l'apprentissage. Comment on fait pour répondre techniquement à la demande des entreprises. Alors qu'on s'était peut-être un peu doucement glissé vers une vision un peu généraliste de l'apprentissage, on essaie de dire voilà, nous sommes au service des entreprises, à la demande de la montée en compétence de nos salariés et nos chefs d'entreprise, comment on fait pour répondre à cette demande. Donc on a réfléchi à une mixité des publics, c'est-à-dire formation initiale, formation continue. Donc on le retrouve dans la loi, donc du coup là-dessus, on n'est pas trop contre. On avait demandé aussi une simplification du financement. C'est-à-dire que pour le chef d'entreprise et puis souvent l'artisan qui est majoritairement l'employeur de l'apprenti, il y a une lisibilité, parce que là on voit bien que quand on prend l'apprenti, on ne savait pas qui financer. Un peu le conseil régional, un peu la profession, un peu l'OPCA. Donc une simplicité. Donc là, le coût apprenti devrait répondre à cela. Maintenant, l'interrogation de savoir si on arrive à boucler financièrement la totalité de nos 48 000 apprentis dans notre réseau, c'est un peu plus inquiétant. Il y a des mesures à prendre. Et le rôle de l'OPCA dans tout cela, que va-t-il devenir? L'OPCA, qui est donc au départ collecteur, maintenant va devenir un rôle de compétence. Il sera financeur. Même s'il n'est plus collecteur, il sera financeur de ces contrats d'apprentissage. Donc ça sera, avec l'écoute du quadripartisme que vous avez cité en début de réunion, la capacité de donner le bon levier de financement du contrat d'apprentissage par famille, par filière, par branche. Bon, on note quand même sur certains articles qu'on a pu lire récemment eh bien que les CFA montrent une certaine inquiétude. D'évidence, on passe d'un système de budget normé où on allait chercher de la subvention et quel que soit le résultat de fin d'année, on essayait d'équilibrer et selon les régions, on avait des financements différenciés. Là, on va avoir une demande d'être un peu plus pertinent chaque CFA. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on a toujours peur un peu du changement, mais qu'il reste nécessaire. Il me semble qu'en France, on a du mal à se projeter. Mais c'est vital pour, me semble-t-il, l'avenir. Alors, moi, je parle particulièrement de la branche du bâtiment et des travaux publics, mais pour l'ensemble des filières. Alors, c'est collégial, hein, c'est une conversation, un échange. Vous intervenez à n'importe quel moment, si ça vous paraît opportun de le faire, si c'est un sujet qui vous parle, sur lequel vous avez envie de donner une précision. C'est vraiment carte blanche ici, c'est vraiment une discussion. Donc vous aviez envie d'intervenir par rapport à cela? Non, pas du tout. Là, j'écoutais par rapport... C'est vrai que moi, je ne suis pas rentrée dans le détail des CFA, comment c'était financé. Je sais la différence entre un CFA et un Greta, ou je sais la différence entre un contrat d'apprentissage et un contrat de professionnalisation. Et c'est vrai qu'en tant que DRH ou personne qui est amenée à faire des contrats, le contrat d'apprentissage, le contrat de pro, c'est pas le même coût. L'un, on demande à l'OPCA, l'autre, c'est d'autres modes de financement, c'est deux modes de paiement différents, c'est des organisations de la formation et de la journée, de la semaine, du mois différentes. Et donc, si tout ça pouvait être un petit peu harmonisé, je pense que ça simplifierait effectivement beaucoup le rôle et ça démystifierait et permettrait aux entreprises de faire plus appel à l'alternance. Et il faut que, enfin, je parle sous votre contrôle, je pense que l'alternance est un moyen extraordinaire pour les jeunes d'apprendre sur le tas, les jeunes et les moins jeunes, hein, je ne veux pas faire de jeunisme, mais les jeunes et les moins jeunes d'apprendre, aux entreprises d'avoir des personnes qui connaissent les règles, qui apprennent les règles de l'entreprise. Les règles de Bouygues ne sont pas les règles de Aya Life Designers, qui ne sont pas les règles de l'artisan qui va avoir un électricien en alternance. Il va se formater, se mettre dans la culture de son entreprise, s'approprier. Et au bout du compte, au bout de l'alternance, on a un jeune ou un moins jeune, une personne formée techniquement, formée en la théorie, mais aussi formée à la pratique, à nos méthodes, qui va aussi nous former, c'est nous dire, mais attendez, mais pourquoi vous faites ça? Là, mon prof, il m'a dit qu'on pouvait faire... Et en fait, nous interroger, nous forcer à réfléchir à nos méthodes, à nos façons de fonctionner. Ils vont être critiques, ils vont nous forcer. Alors, il faut que la critique soit positive et constructive, sinon, ce n'est pas très intéressant. Mais si le jeune, c'est vraiment un jeu gagnant-gagnant. Et au bout du compte, on a quelqu'un, si on a besoin, qu'on embauche, qui est formé, qui connaît nos méthodes
et il va obligatoirement bien s'adapter et ça va se faire tout en douceur et dans le bonheur. Donc, de votre point de vue, finalement, ça veut dire que le principal frein, finalement, pour prendre un apprenti ou en contrat d'apprentissage, c'est l'administration, tout ce qui est administratif. Oui. Oui, parce que, et peut-être que ce n'est pas politiquement correct, mais je suis rarement politiquement correcte. Si vous voulez, quand vous appelez en tant que RH une école en disant, bah voilà, je voudrais, pas pour les CFA, mais pour les contrats les contrats de qualification, vous appelez l'école et vous disent, ah, quel est votre OPCA ? D'accord, donc ils prennent la formation à un coût de 12,50 €. Ok, donc on va vous facturer 12,50 €. Si vous êtes d'un autre OPCA qui prend à hauteur de 15 €, il vous facture 15 €. C'est quand même pas très logique, je trouve ça. Enfin, moi, ça me hérisse le poil. Ou la formation coûte 15 €, ou la formation coûte 12,50 €, mais on ne fait pas en fonction. Enfin, il y avait des choses qui étaient complètement aberrantes, qui alourdissait. Le coût était complètement différent entre un contrat de pro et un contrat d'apprentissage pour une entreprise. Le coût, ça peut aller du simple au double. C'est le même ou la même jeune qui va faire la même chose, mais si vous le prenez en contrat d'apprentissage, il vous coûte moins cher que si vous le preniez en contrat de professionnalisation. 2 fois moins cher, 3 fois moins cher. Est-ce normal ? Où est la... Il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'égalité de traitement. Donc jusqu'alors, il y a des vraies barrières. Alors, il y a des vraies barrières, mais alors pour moi, je suis très très satisfait que le gouvernement ait mis ce sujet sur la table. Pour le coup, on est beaucoup à être très favorable à ça. C'est très bien qu'il ait mis le point sur ce sujet-là, pour lequel on pense, toutes les entreprises pensent que c'est un vrai plus, et pour les jeunes et pour les entreprises. Donc ça, c'est le point peut-être le plus important. Alors après, effectivement, vous disiez en France, de temps en temps, on a un petit peu de mal à voir le changement, comment il va arriver. Après, il y a un temps de discussion actuellement, il est normal et chaque partie prenante exprime ses attentes. C'est vrai qu'il y a un modèle économique aussi des centres d'apprentissage qui est important de tenir compte. Il y a un travail qui est assez extraordinaire qui est fait et il ne faut pas, parce que pour une mauvaise décision, tout mettre par terre. Donc le temps de la concertation est normal. Il était très important que ce sujet-là soit mis par le gouvernement sur la table. Et ce qu'il faut, c'est que derrière, et les entreprises trouvent plus de simplicité, parce que c'est vrai que c'est quelquefois compliqué, que les jeunes aussi trouvent plus de simplicité, parce que même quand vous êtes jeune, vouloir s'orienter dans tel ou tel domaine, il y a des fois, ne serait-ce que sur l'aspect administratif, c'est compliqué. Et après aussi pour les familles, parce qu'on sait que, notamment pour l'apprentissage, les familles sont souvent très présentes, surtout dans la partie initiale. Et donc, il faut que tout ça soit certainement un peu plus lisible pour tout le monde. Tout à fait. Mais ce que vous avez fait comme allusion entre les différents publics, entre le contrat d'apprentissage et le contrat de pro, c'est justement la fonction du jeune. Ce n'est pas le même jeune, normalement. Justement, nous, on s'était battus pour qu'il y ait 2 contrats, qui soient bien distincts, mais avec une simplification des 2 contrats, mais deux bien distincts. Alors, on a poussé un peu l'âge du contrat d'apprentissage jusqu'à 30 ans, dans la loi, si j'ai bien compris, ce qui veut dire qu'on a vraiment 2 publics différents quand même. On est sur une formation initiale, qui glissera peut-être après sur de la continue, et l'autre sur de la qualification, c'est du complément de formation. Donc c'est un peu le même. Après, on a la même architecture maintenant, visiblement, puisqu'on aura un coût contrat. Donc là, on retrouve la simplicité. Mais pour nous, il est important quand même de garder cette vision aussi d'orientation. Moi, je pense que c'est un des plus gros débats qu'il y a dans la réforme. C'est peut-être pas chez Mme Pénicaud, mais chez M. Blanquer, au niveau de l'orientation avec l'éducation nationale. Et c'est là qu'il faudra focaliser sur comment les familles accepteront que leurs jeunes, leurs enfants aillent vers l'apprentissage, sans en avoir honte dans les débats de famille ou dans les dîners le soir en ville. Et c'est ça souvent qu'on a comme défi à relever dans l'ensemble des filières. C'est-à-dire que l'alternance, on dit tout le monde c'est fabuleux, moi j'en suis issu, donc j'ai fait mon apprentissage au sein du réseau du 3CA BTP, mais il n'empêche que régulièrement quand on pose la question, c'est pas prioritairement vers là qu'on envoie nos jeunes. Donc il faut aussi que l'ensemble des familles, mais aussi de l'éducation nationale, acceptent une concurrence de fichage, de filières et d'orientation au niveau de leurs jeunes. Et là, je pense qu'il y a un gros combat à faire, au moins un échange à avoir avec l'éducation nationale. Et en termes de communication, alors ? Oui, alors là, la communication,
aussi, on doit être peut-être nous, chaque branche, chaque filière, un peu plus attractif, parce qu'on a du mal des fois à se faire, je le dis souvent, sexy à l'extérieur, quoi. Et donc, le bâtiment n'est pas le plus attractif au premier abord chez un jeune, quoi. Donc c'est à nous, je pense, le 3CA BTP, à arriver à dire qu'on a des belles carrières, un bel avenir, une belle vie économique à vivre dans notre réseau. Moi, j'ai fait une filière d'abord universitaire pour être prof de gym, et puis je suis revenu à l'apprentissage pour faire ça, parce que mes parents étaient artisans, et je me suis dit que finalement, ma vie, elle serait peut-être plus agréable et plus épanouie dans ce choix-là. Mais j'ai fait tout un travail freudien sur moi, oui, pour accepter de faire comme mon père, quoi. Mais, il y a un côté héritage familial. Tout à fait. On va poursuivre avec vous, Julien. Vous nous avez sélectionné une vidéo à diffuser sur l'écran. Quelle est-elle? Exactement, c'est Emmanuel Macron qui était aux 24 heures du bâtiment l'année dernière, le rendez-vous annuel de la Fédération française du bâtiment. Et justement, il s'exprime sur l'apprentissage. Moi, j'en fais une priorité absolue. C'est pourquoi, sur les politiques d'apprentissage, de formation continue, de qualification des jeunes comme des chômeurs de longue durée, on mettra 15 milliards d'euros sur le quinquennat. Sur l'apprentissage, c'est un formidable secteur et c'est un levier de réussite. L'apprentissage, ça marche. Et pour nos jeunes, c'est un levier de développement et d'accès à l'emploi, parce que les taux d'accès à l'emploi de l'apprentissage restent formidables. Ensuite, il faut qu'on en simplifie la gouvernance. Donc, je souhaite sur l'apprentissage qu'on fasse beaucoup plus rentrer les branches professionnelles dans la définition des maquettes pédagogiques. 15 milliards à mettre sur le quinquennat. Est-ce qu'il était élu à ce moment-là? Oui. Pas encore. Oui, il était élu. Il était élu et justement, il venait rassurer le secteur en fait. Il venait aux 24 heures du bâtiment rassurer le secteur parce que les fédérations étaient assez inquiètes sur tout ce qui était loi Elan et aussi l'apprentissage. Et donc, il est venu rassurer que voilà, l'apprentissage, il y compte, la formation, c'est important aussi, et qu'il veut aussi redynamiser le secteur. Quel type d'actions sont mises en place aujourd'hui? Ouais, alors, encore une fois, je trouve ça très bien que vous ayez remis ce reportage-là, parce que, encore une fois, c'est une priorité du gouvernement et je trouve ça très très bien. C'est ce qu'on a exprimé tout à l'heure. Alors après, effectivement, il faut qu'on soit nous-mêmes, nous professionnels du BTP, moins frileux. Je pense que par moment, je ne sais pas si c'est freudien, mais en tout cas, il y a quelque chose très net chez nous où on ne met pas assez en évidence tout ce qu'on peut faire dans le secteur du BTP. Je pense qu'il y a plein de choses à y faire, il y a de très belles carrières. Et en France et à l'international, je ne sais pas si on y reviendra tout à l'heure, mais en tout cas plein de choses à faire. Par contre, il faut qu'on soit plus attractif et oui, il faut aussi, au-delà du travail de simplification, mais là, je dirais que c'est le travail qui est en cours et avec l'État et avec les branches, au-delà de ça, d'aller faire plus de communication, y compris dans les lycées, dans les collèges. Ce qu'on ne fait pas assez, parce que c'est des métiers qui souvent sont très peu connus. D'ailleurs, il suffit de nous-mêmes de faire l'expérience en famille pour dire ce qu'on fait, et souvent les gens ont un peu de mal à l'imaginer. Et les métiers du BTP qui sont en plein changement, en plein chamboulement, ne sont pas connus, et donc on a beaucoup de travail à faire dans les collèges, dans les lycées, pour amener des gens dans un métier, dans un univers qui est passionnant, mais que les gens ne connaissent pas assez. C'est vrai que souvent c'est un choix, pas par défaut, si par défaut justement le BTP, et c'est pas un vrai choix. Ça, c'est un réel problème. Sauf dans les familles où justement il y a quelqu'un qui est issu du BTP. Oui, ou les femmes. Les femmes souvent choisissent le BTP. Il y a très peu de femmes dans ce secteur. Quand elles y vont, elles le... Alors vous faites bien d'en parler parce que c'est aussi clairement un axe de développement qu'on doit avoir. Une cible. Une cible, clairement, parce qu'il n'y en a pas assez de femmes dans nos métiers. On a des métiers qui sont beaucoup moins difficiles qu'ils l'étaient par le passé, physiquement. Des métiers qui se modernisent, qui utilisent tous les outils numériques, digitaux qu'on va arriver. Et donc, les femmes ont toute leur place. Et là aussi, on a un gros travail. Je parlais tout à l'heure d'aller dans les lycées, dans les collèges. Mais aussi, on a plusieurs initiatives directement vis-à-vis des jeunes femmes pour leur faire comprendre qu'elles ont toute leur place dans les métiers du BTP. À part les femmes, quels sont les profils recherchés sur les compétences? Dans le bâtiment, on reste quand même majoritairement axé sur du niveau 5 avec du CAP, du BP. Ça reste quand même le socle de base de la demande des entreprises. Mais on a une évolution de nos métiers, on a le numérique, le digital, le BIM, la maquette numérique qui impacte l'ensemble de la filière. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on forme et le CAP
et le BP, mais aussi le niveau 3 et 2, et la capacité d'évoluer de nos compagnons. Ce qu'on n'avait pas tendance à faire, c'est qu'on formait l'entrée de gamme, et puis après on allait voir plus tard si ce jeune revenait vers nous. Et ce qu'il nous faut proposer, me semble-t-il, dans l'apprentissage, c'est des parcours. Dire aux jeunes, il vient chez nous, il rentre en CAP, mais tu peux aller jusqu'au BTS. Tu n'as pas... Alors, et on a croisé plusieurs jeunes récemment qui nous disaient, mais moi, dans l'école, je ne m'y retrouvais pas, mais depuis que j'ai commencé ma filière CAP BP, mais finalement, je m'en vais pas. Je fais une mention complémentaire, je fais un BTS, je fais de l'économie du bâtiment, etc. Donc le jeune, une fois qu'il a trouvé sa place... Oui, c'est du concret pour lui. Voilà, c'est du concret. Il a d'une part une partie très concrète, qui est quand même la rémunération. C'est quand même très... Ça change la vie pour un jeune quand même. Hein. Oui, 16-17 ans, vous gagnez 800, 900, 1200 € par mois. Ben, je pense que vous voyez le monde étudiant différent, quoi. Donc vous êtes apprenti, vous êtes dans le monde du travail, mais vous avez aussi la capacité de vous projeter sur l'avenir. Et si on propose ces parcours de compétences tout au long de la vie, donc le fameux adage de la formation tout au long de la vie, si nos CFA deviennent ça, c'est-à-dire qu'on les prend au niveau CAP s'ils veulent, ils peuvent venir, comme moi je l'ai fait, d'un niveau DUG, licence et revenir, et derrière, de faire du sur-mesure. Il faut qu'on soit en capacité de prendre des jeunes qui arrivent d'autres filières, qui se sont plantés dans leur choix, enfin, on ne va pas incriminer les jeunes à 18 ans de ne pas avoir fait le bon choix, parce que j'en ai 50 et je ne sais pas encore si j'ai fait vraiment le bon choix. Donc, bien sûr. Donc il faut quand même qu'on puisse les accueillir et les repositionner et derrière leur proposer du sur-mesure. Je passe mon BP en 1 an au lieu de 2 et je continue comme ça. Oui, que ce n'est pas un échec, c'est une non, expérience. Mais je pense que c'est parce que justement en alternance, en apprentissage, naissent et sont en train de d'éclore des formations des bac plus 5. Vous pouvez faire ingénieur de Centrale Nantes ou en alternance. Et il y a 15 ans, je me souviens, j'en avais un. Et maintenant, dans la même société, certes, elle a grossi, mais on en avait 12, 13. Donc, pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que les personnes qu'on avait qui sortaient d'un BTS ou d'un DUT, qui étaient pris avec l'IT2I ou le CESFA BTP, on les prenait, on les formait, on les avait en alternance pendant 3 ans. Et au bout du compte, ils étaient adaptés à l'entreprise et l'entreprise s'était adaptée à eux. Enfin, c'était un mariage réussi. Voilà, l'alternance, ce sont des fiançailles et le mariage, c'est après. Et il y a une longue période de fiançailles, alors que quand vous recrutez quelqu'un sans passer par l'alternance, les fiançailles, c'est très bref. Et donc, les risques de se casser la figure dans le recrutement sont plus importants. Donc là, il y a une partie de connexion, et je pense que le fait, et il est bien dommage qu'on ne puisse pas devenir architecte en alternance, ça c'est l'UNSFA demande et la branche architecture réclame à ce que le diplôme d'architecte puisse se faire en apprentissage. De toute façon, quand on est médecin, pour devenir médecin, c'est quoi les périodes, l'internat, etc. C'est de l'alternance. Qu'il y ait une partie où il y ait de la théorie pure, parce que on va pas, le jeune il sort de l'école, on va pas le mettre sur un chantier, on va pas le mettre, qu'il y ait une partie formation théorique pure au départ, mais qu'à la fin, niveau bac plus 3, on passe à l'alternance, que ce soit pour un architecte, que ce soit pour un ingénieur. Là, il y a un intérêt. Et quand on verra que l'alternance, on peut devenir architecte, on peut devenir ingénieur pour nos métiers en alternance, oui, mon fils est en apprentissage. Mais il n'y aura pas obligatoirement la connotation niveau bac plus 5. Ça peut être tout niveau. C'est pas culturel. Hein. Vous voyez, et ça va se faire petit à petit, mais on n'aura plus honte. Moi, je me souviens au début, l'alternance, les jeunes qui sortaient en alternance d'école d'ingé n'étaient pas obligatoirement, l'a priori n'était pas obligatoirement positif. C'était des ingénieurs, mais moins. Maintenant, non. C'est des ingénieurs comme les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que ça va se faire petit à petit. En RH, c'est le monde de la douceur, du temps. Il faut donner du temps au temps. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui va se faire. Et il faut que nos diplômes, les diplômes de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 1, soient aussi en alternance et s'ouvrent à l'alternance. Il n'y a que comme ça que l'alternance deviendra quelque chose où
c'est bien. Thierry Pacreau, vous parliez tout à l'heure de l'international. Comment ça se passe ailleurs? Alors, on a la chance d'être dans un métier qui est non délocalisable, qui se passe en France et qui est sur toute la France, toute la métropole. Quelqu'un qui veut travailler à Toulon, à Lille, à Paris, à Brest, il y a des entreprises, il y a des postes. Donc ça, c'est partout et quel que soit l'endroit où vous voulez être. Mais vous avez aussi, et notamment au CERS ou dans la société dans laquelle je suis, soit des chantiers à l'international, soit des filières à l'international, des filiales à l'international, dans d'autres pays, que ce soit en Afrique ou en Asie. Et donc il y a des gens qui peuvent faire des carrières franco-françaises ou des carrières avec une partie française, une partie internationale, ou une partie internationale d'abord et puis après une partie française. C'est une des grandes chances du monde du BTP. On a les principaux majors du BTP en France, mondiaux. C'est une chance, à nous d'en profiter. Et ça permet aux jeunes, dans l'éventail que vous disiez, il y a toutes les possibilités. On sait en plus que le BTP est un monde où on donne des responsabilités quand même assez vite, assez tôt, pour des gens qui veulent s'investir, qui veulent se donner la peine. Et pour le coup, ça permet des carrières, une employabilité très forte. Donc à nous d'être certainement plus communicants encore sur le sujet. Si on veut que l'alternance soit attractive, il faut qu'on puisse permettre à nos jeunes, à nos apprenants, d'être à égalité de chances de pouvoir aller à l'étranger pour apprendre, comme les autres cursus. Et on a du travail à faire encore avec Erasmus. J'ai vu qu'aujourd'hui, là, on avait annoncé encore plus d'argent de l'Europe pour la mobilité européenne de nos apprentis. Il y avait un travail qui a été fait par Jean Arthuis. Nous, on y suit là-dedans et on veut pouvoir permettre à nos jeunes, s'ils veulent, pouvoir avoir un cursus universitaire à l'extérieur de la métropole pour pouvoir s'épanouir. Alors, on va parler maintenant de formation continue. On en est où? C'est intimement lié. On disait plus ou moins donc, que l'attractivité de l'alternance, elle n'est valable dans le bâtiment si elle ne correspond justement à l'employabilité derrière. Parce que faire venir nos jeunes pour leur dire derrière vous n'aurez pas de boulot, ça ne sert pas à grand chose. Et la volonté des partenaires sociaux, c'est ça, c'est de dire comment on peut mettre la bonne volumétrie d'apprentissage et de formation continue pour le renouvellement de nos futurs compagnons ou de nos chefs d'entreprise. Parce que si on a connu un peu une crise dans l'apprentissage dans le bâtiment, c'est parce qu'il n'y en avait pas d'économie en face. On a eu quand même 10 ans de crise qui a correspondu à la baisse de nos flux d'apprentis. Si derrière on est capable, donc le 3CA BTP, mais aussi notre OPCA qui est constructif, de dire voilà, la bonne volumétrie avec nos observatoires, la bonne volumétrie pour le BTP, il est à tant d'apprentis et à tant de formation continue, on a la capacité de renouveler nos jeunes et de leur dire voilà, vous rentrez dans notre filière, dans notre branche, mais derrière, vous avez de l'emploi, c'est quasiment sûr. On ne vous forme pas pour que vous restiez derrière chez vous. Et donc, les effets d'annonce sur le gouvernement, on passe de X apprentis à 500 000 apprentis, ça a peu de sens pour nous, si ce n'est s'il y a une réalité économique derrière. Donc, nous, le but du 3C BTP, c'est de revenir, on est à 48 50 000 apprentis actuellement, de remonter à 70 000, 80 000 apprentis, qui peut être à peu près la bonne volumétrie pour que nos jeunes derrière puissent avoir de l'emploi. Je crois que c'est essentiel. On est dans un domaine d'activité qui, aujourd'hui, n'a aucun problème d'emploi. Et donc, d'avoir des jeunes qui viennent soit en formation initiale, soit en formation continue, c'est pas un stage pour faire un stage et pour passer le temps. Derrière, il y a des emplois, il y en a plein, quels que soient les niveaux, effectivement, du bac pro jusqu'à l'ingénieur. Et donc, des possibilités, il y en a. En plus, on a la chance d'avoir dans des branches dans le BTP. Je vois au niveau du CERS, il y a eu aussi des CQP qui ont été créés. Les branches sont aussi capables à des moments de prévoir quelque chose, une formation reconnue par tout le monde et qui sera adaptée aux besoins des entreprises et qui permettront à des jeunes, sous des formats 300-400 heures, de tout de suite être employables. Donc il y a les formations initiales, il y a les formations continues. On a un éventail important, à nous d'utiliser, surtout, encore une fois, je pense, de le faire connaître aussi. On parle beaucoup de jeunes, mais les moins jeunes, c'en est où tout ça aussi? Ils font partie du défi, mais au même niveau, j'allais dire. Les reconversions. Les reconversions, les chômeurs. On a dans le bâtiment et les travaux publics une capacité à recevoir des gens qui viennent d'autres parcours. Donc les demandeurs d'emploi font partie historiquement de nos compagnons. On a toujours eu une réinsertion importante et comme on a un besoin fort de main-d'œuvre, là-dessus aussi, il y a. Mais c'est les observatoires qui sont essentiels dans la réforme, me semble-t-il, dans l'avenir.
c'est la capacité des branches, donc de notre branche, de nos branches conjointes, à se projeter et à donner les bons CQP pour compléter nos niveaux de base et arriver à offrir des parcours complets. Donc réfléchir aussi, me semble-t-il, à un assouplissement un peu de l'offre de formation. C'est-à-dire qu'avant, on finançait, vous le disiez, des cours pédagogiques avec du présentiel. Donc c'est une méthode un peu, je pense, qu'il faut qu'on revisite. Mais ça, c'est à Constructis de le faire et de dire, voilà, donnons de la souplesse, donnons un peu plus de parcours, de blocs de compétences, de parcours courts pour que les gens partent de plus en plus en formation. Là aussi, on est dans un domaine d'activité, bâtiments et travaux publics, où on a toujours eu l'habitude d'avoir des gens qui venaient aussi de d'autres métiers, d'autres univers. C'est un peu dans notre ADN et il faut le conserver. Un jeune qui choisit à 18, 19, 20 ans, c'est toujours compliqué de choisir sa voie. Là, pour le coup, donc on a toujours eu l'habitude de former des gens en formation continue. On a cette possibilité-là, donc à nous aussi de montrer qu'on peut avoir des deuxièmes ou des troisièmes carrières, j'en sais rien, qui peuvent se passer un peu plus tard. Julien, est-ce que vous aviez envie de rajouter quelque chose à ce débat? Sur ce que disait le président concernant les 15 milliards d'euros qu'il va investir, donc sur le quinquennat, et le problème que tout le monde critique, on va dire, c'est qu'on ne sait pas trop où ils vont aller ces 15 milliards, comment ils vont être répartis exactement. Et donc ça, c'est encore quelque chose à préciser, parce que redorer l'apprentissage, c'est bien, mais le gouvernement, alors vous l'avez dit, nous, acteurs du BTP, nous concernons aussi BTP.tv, on doit bien communiquer, mais le gouvernement aussi doit lancer des campagnes pour mieux communiquer sur l'apprentissage. Ça, c'est primordial. Je vous sens tiquer. Ah non, je valide totalement. Vous validez. Mais c'est vrai que le pic, les 15 milliards... Oui, c'est ça. Je vous ai senti un peu tendu sur on ne sait pas où vont aller ces 15 milliards. Que va contenir ce pic, là, ce plan d'investissement compétences avec beaucoup de numérique? Et là, je pense que nous, le bâtiment et les travaux publics, on doit être présents parce que justement, toute la formation continue peut être aussi faite, toute la contrainte, disons-nous, sur les formations dites obligatoires, qui pèsent beaucoup dans l'ensemble du bâtiment et des travaux publics. On pourrait peut-être aussi les assouplir grâce à de la formation numérique, digitale, valider un peu l'expérience de nos compagnons. Les MOOC, même avec des lunettes 3D, on pourrait valider en situation de travail quelque chose qui est fait par notre compagnon, par un tuteur. Enfin, il y a plein de choses à faire comme ça pour donner un peu plus de souplesse à non pas enlever de la compétence et des contraintes des formations dites obligatoires, parce que la santé-sécurité, tout ça, bien sûr, on ne remet pas en cause, mais donner un peu plus de souplesse pour qu'on ne dépense pas trop d'argent sur ces formations dites obligatoires et qu'on aille plutôt sur tout le reste qui peut nous amener plus de travail et de compétences. Nathalie Brière, un petit mot de conclusion? Non, moi, l'alternance, je pense que c'est l'avenir pour nos jeunes, pour nos entreprises, j'ai envie de dire pour la France entière, mais je trouve ça un peu pompeux, donc voilà. Mais je pense pourquoi pas? C'est pour nous, pour notre économie, il faut que l'on forme et que l'on forme bien au début, en étant à l'écoute, que les formations initiales soient un petit peu plus proches des besoins des entreprises, besoins d'aujourd'hui, mais aussi besoins de demain. Le BIM est arrivé. Des écoles, ça, on ne parlait même pas. Le BIM était déjà dans les entreprises, que les écoles ne formaient pas les jeunes au BIM. Bon, d'accord, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Donc il faut que l'école, au sens large du terme, soit plus proche des besoins d'aujourd'hui et des besoins de demain. Il faut que les familles, les jeunes soient conscients que l'apprentissage, et même nous, adultes, il faut qu'on soit conscient que nous devons nous former. C'est fini l'époque où on arrivait et on savait tout et on n'avait pas besoin de se remettre en cause. Ça va vite, très vite, et il faut que sans cesse on se forme, et il faut sans cesse que nous formions nos salariés, parce que sinon on va vite être des has-been. On va vite être dépassé et on ne sera plus obligatoirement le plus compétitif possible. Donc vraiment la formation, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important pour les personnes qui ont eu des accidents de la vie, les personnes qui se sont mal orientées, qui souhaitent se réorienter, puissent le faire proprement, dans un cadre, et puissent au bout du compte avoir des métiers. Un métier qui les intéresse, qui les passionne. Et qu'on arrête de former des gens pour des emplois sur lesquels il n'y a pas de débouché. Parce que ça, c'est de l'argent mis à la poubelle. C'est des jeunes ou des moins jeunes qui ont été formés, qui se sont investis,
en temps, en énergie, pour au bout du compte ne rien avoir. Donc je pense que si on veut réformer la formation, il faut former les gens correctement par rapport aux besoins des entreprises, du marché du travail d'aujourd'hui et de demain, mais aussi que ce soit concret et que ce soit, je ne sais pas comment dire, on passe. Concret, c'est bien concret. Non, mais je voulais dire autre chose et ça m'a échappé. Mais enfin voilà, c'est voilà, le monde la formation, il faut qu'elle se modifie et il faut qu'elle s'adapte. Un petit mot de fin pour conclure. Alors, le gouvernement, je disais, a fait un grand coup en parlant de ce sujet-là. Il a généré des attentes, à lui aussi de voir, soit en termes de communication ou en termes de financement. La profession est mobilisée sur le sujet. C'est un vrai plus, l'alternance. Et on a la chance, et pour en discuter des fois avec des collaborateurs de chez nous, dernièrement pour discuter avec des gens qui ont travaillé sur le palais de justice de Paris, vous avez une fierté extraordinaire quand vous avez pu travailler sur un monument comme ça. Ou, deuxième exemple, des gens de ma société qui travaillent dans les Hauts-de-France sur le déploiement très haut débit. Ils ont une fierté à expliquer à tout le monde qu'ils ont apporté le numérique dans leur région. Donc ça, c'est une chance qu'on a dans notre métier, à nous d'en profiter. Et c'est vraiment un métier d'avenir, quelles que soient les formes que ça peut prendre. Merci infiniment à tous d'être venus sur ce plateau pour parler de ce sujet. Julien, on se retrouve bientôt pour parler encore d'autres sujets d'actualité. Encore plein de choses à voir. Oui, il y en a beaucoup. Merci infiniment, à bientôt.